Vous écoutez Devoir d'enquête. Dutroux s'évade, l'incroyable cavale, deuxième partie. Il est 17h30. Dutroux est dans la nature depuis plus de 2 heures. Dans les couloirs du Parlement, le sort de plusieurs ministres et même celui du gouvernement est en train de se jouer. La nouvelle était manifestement déjà très connue. André Flahault, ministre de la fonction publique sous le gouvernement Duhaene II. Puisque très rapidement, Johan van de Lanotte, ministre de l'Intérieur à l'époque, est entré dans l'hémicycle et tout de suite il nous a dit « moi je m'en vais ». Moi je m'en vais. On s'est interrogé pourquoi il disait que lui voulait partir, mais il avait le sentiment à cette époque-là qu'il avait une responsabilité dans l'évasion de Dutroux, alors que nous, on a, très rapidement, on lui a dit, mais enfin, bon, Johan, c'est pas le cas. Ça peut arriver. C'est effectivement politiquement très ennuyeux, ce genre de situation. Mais la responsabilité politique, à mon sens, et au sens de ce que pensait aussi le Premier ministre, c'était de dire, mais pourquoi est-ce que Johan van de Lanotte devrait partir ? Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur suspend encore sa démission. Mais la pression est de plus en plus forte. Dans les rangs de l'opposition et même dans ceux de la majorité, on exige que tombent des têtes. Dans les bois de Strémont, à 10 km à peine de Neufchâteau, un homme patrouille. Il est seul. Le garde forestier Stéphane Michaud remarque la présence d'un véhicule suspect. Il ne le sait pas encore, mais il est sur le point de vivre l'événement qui va marquer sa vie à tout jamais. Sans aucun chantier dans les environs, la présence du véhicule lui paraît suspecte. Alors qu'il n'est qu'à 40 mètres, la voiture démarre en trombe. Il réussit à diriger Dutroux vers une souricière et prévient la gendarmerie. Le téléphone sonne, je décroche. Oui, allô, la brigade de Neufchâteau. Ici, c'est le garde Michaud, j'ai repéré Dutroux. Inspecteur Claude Petit, ex-premier maréchal des logis, brigade de Neufchâteau. Directement, je raccroche. Je le dis au commandant de Vos qui était dans le couloir, et directement les équipes. Qu'est-ce qu'il donne comme précision géographique ? Il dit, je suis dans les bois de Strémont, j'ai trouvé Dutroux. Je donne un petit briefing, disons, au moment où l'appel arrive auprès du planton de la brigade de Neufchâteau, comme quoi un garde forestier aurait repéré Marc Dutroux et nous fixe rendez-vous à l'ancienne gare de Strémont. Les responsables de la cellule ont envoyé du personnel pour quadriller les bois et se tenir à distance. Michel Demoulin, ancien chef d'enquête de la cellule Dutroux-Neufchâteau. En attendant que le garde forestier vienne nous désigner l'endroit exact où il avait vu le véhicule suspect. Donc Rago, pour l'instant le véhicule n'est toujours pas retrouvé. Donc en fait, l'information venant du garde forestier n'est toujours pas confirmée. J'attends confirmation. Mais je n'ai pas encore l'endroit exact, mais ce serait là tout près, over. On entendait à la radio que la gendarmerie l'avait laissé s'échapper pour qu'on le retrouve pendu comme Patrick Amers l'avait été soi-disant en cellule parce qu'on l'avait pendu. S'il parvenait à se cacher et à attendre la nuit, ça aurait posé problème. Mais je n'ai jamais douté du fait qu'on allait le reprendre. Toutes les forces disponibles encerclent à présent les bois de Strémont, là où le garde Michaud a repéré Dutroux. 20 ans plus tard, le capitaine Van der Smissen revient sur place pour la première fois. Depuis le moment où Michaud a téléphoné à la gendarmerie, combien de temps s'est écoulé avant que vous arriviez avec les hommes ici ? Un petit quart d'heure, je dirais, le temps de le prendre en charge à la gare de Strémont. Il nous a expliqué la situation, ce qu'il avait vu, et puis il s'est proposé de venir nous amener sur place. Stéphane Michaud donc avait pris la précaution, bien que le chemin soit plus loin, fort en pente, de quand même refermer la barrière, si jamais il parvenait quand même à faire demi-tour avec son véhicule. Et une fois arrivé ici, j'ai commencé à trottiner en me disant... Plus vite on sera près du véhicule, plus vite on pourra commencer à pister Marc Dutroux.
Vous étiez combien d'hommes alors? On était 2 maîtres chiens pisteurs, Michel Demoulin, moi-même et 2 gendarmes de la cellule d'enquête. Il y avait les maîtres chiens et tout, et il y a un capitaine qui a commencé à courir. Et les autres nous suivaient aussi en courant. Quoi. Une bonne condition physique, je peux vous le dire, j'en ai une bonne, mais j'avais du mal à le suivre. On courait rapidement. Hein. Pierre Van der Spiegel, il était plus jeune, franchement il sprintait. On a couru très très rapidement parce qu'on s'était stationné assez loin de la voiture. Hein. On n'était pas à 20 mètres, hein. on a quand même pas mal couru. Hein. Un bol extraordinaire, arrivé là à 500 mètres au moins, oui, facilement 500 mètres. On a vu du trou qui marchait dans le bois à 80 mètres de nous, qui venait dans notre direction. Alors directement, moi le capitaine et encore la personne qui nous suivait, on a sorti les armes. Je le pointe immédiatement de mon arme. Pierre Van der Missen, ancien membre de la cellule Dutroux-Neuchâteau. Et il lève les bras, et au bout de son bras droit, il y a l'arme, et à ce moment-là, je sais que c'est Dutroux. Lorsque je suis remonté du bois, j'ai aperçu un gendarme en tenue. Voyant qu'il m'avait aperçu, j'ai pris le revolver en main et j'ai placé bien au-dessus de ma tête. Je lui donne des injonctions de ne pas bouger, de lâcher son arme, de jeter son arme, de se coucher par terre, face contre terre, les bras en croix. À ce moment-là, j'arrive vraiment à proximité de lui, je lui mets mon arme dans la nuque, je mets mon genou sur son dos. Et il a tout de suite déclaré qu'il ne ferait pas d'histoire. Et je lui ai d'ailleurs dit, ne me donne pas l'occasion. L'occasion de quoi? De tirer dessus. Pour la petite histoire, j'avais oublié mon arme de service et j'avais pris le fusil de chasse du garde-chasse qui était dans son véhicule. Et donc lorsqu'on a cerné du trou qui était face contre terre, j'avais mis le canon près dans sa direction et vous imaginez sa surprise quand il a vu d'une part le canon qui était là, qu'il a suivi et qu'il a vu en plus que c'était moi qui étais à l'autre bout. Et il m'a dit, vous ici, et je lui ai dit, tu ne penses quand même pas que j'allais te laisser foutre le camp. Je l'ai repris en charge dans la voiture, on l'a ramené à Neuchâteau et j'ai fait son interrogatoire sur ce qu'il avait fait, etc., sur le déroulement de l'évasion. Vous avez été tous très corrects, sauf que les menottes ont été trop serrées et qu'elles me faisaient mal. Je vois qu'on le ramène à Neuchâteau, je vois qu'on le fait rentrer, il y a dans les locaux derrière. Je le mets en cellule, je le mets en cellule un petit peu, et puis je commence l'interrogatoire presque dans la foulée. À Bruxelles, la tempête politique bat son plein. Le gouvernement chancelle sur ses bases. Lorsque Jean-Luc Dehaene monte à la tribune de la Chambre, on sait déjà que des têtes vont rouler. Suite à cette fuite, les ministres de l'Intérieur et de la Justice présentent leur démission. Nous devons nous réjouir que l'on ait pu mettre fin aussi rapidement à cette fuite, mais que le fait en tant que tel est incompréhensible et inadmissible. Je peux vous annoncer que les ministres de l'Intérieur et de la Justice m'ont demandé de présenter leur démission au roi. Les 2 ministres qui sont responsables pour la globalité de ces services ont estimé devoir donner à tous nos concitoyens un signal clair de responsabilité politique. Spontanément, on a dit, c'est plus possible, on ne peut plus expliquer. Donc il faut un acte fort de la part du gouvernement pour qu'au moins les grands doigts qui sont encore en route maintenant puissent passer. Donc pour sauvegarder nos projets, on a dû quitter. Les ministres de Clercq et Van de la Notte ne seront pas les seuls à payer pour l'évasion de Dutroux. La pression se fait de plus en plus forte sur la haute hiérarchie de la gendarmerie. Quelques jours après les ministres de l'Intérieur et de la Justice, c'est au tour de son commandant en chef, le lieutenant général de Rieder, de tirer sa révérence. Il rejetait jusque-là toute responsabilité, mais sa position était devenue intenable.
L'affaire Dutroux éclate en août 1996. Elle va révéler les multiples ratages de l'enquête. La gendarmerie en prend pour son grade. On l'accuse d'avoir voulu jouer les cavaliers seuls dans le dossier des enlèvements d'enfants. Il faut donc faire le grand ménage. Une vaste réforme des polices est lancée. Un travail qui aurait dû s'étaler sur plusieurs années, mais l'évasion de l'ennemi public numéro 1 va tout chambouler, tout précipiter. Finalement, il n'aura fallu que 4 semaines pour que les 8 grands partis démocratiques signent les accords Octopus, mettant en place une toute nouvelle structure policière. La gendarmerie disparaît après 2 siècles d'existence. À la place, on crée une police fédérale associée à des zones de police locales. Une véritable révolution. Je pense que la gendarmerie, à ce moment-là, c'est une goutte qui a fait déborder le vase, et je pense que le but, c'était d'abattre la gendarmerie à un moment donné. Jean-Pierre Donneux, ancien chef des opérations du méga-district Neuchâteau-Marche. Vous parlez des 2 ministres qui ont démissionné, mais un peu après, je pense que toute la réforme était scellée dans un grand accord Octopus où tout le monde s'accordait précipitamment sur une réforme qui aujourd'hui nous concerne tous. Je pense que l'évasion de Dutroux a précipité les choses et s'il n'y avait pas eu l'évasion de Dutroux, on n'en serait pas là. On n'aurait pas, en tout cas, la police que l'on a actuellement. On parlait déjà de la fin de la gendarmerie avant, mais ici c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Dutroux a tué la gendarmerie. Sans doute. Pour les délits commis lors de son évasion, Dutroux sera condamné à 5 ans de prison. Personne d'autre ne sera poursuivi, ni véritablement sanctionné. Au bout du compte, l'histoire retiendra qu'un simple garde forestier a empêché qu'une lamentable cavale de baraki ne se transforme en catastrophe nationale. Marc Dutroux purge aujourd'hui sa peine derrière les barreaux de la prison d'Ytre. Le garde Stéphane Michaud, quant à lui, travaille toujours dans sa grande et chère forêt ardennaise en toute discrétion, 20 ans après l'incroyable évasion. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Emmanuel Allard et Jean-Michel Dehon. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.